J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Ilan Sialom. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio J. Vous êtes chercheur en géopolitique au laboratoire Géode et à l'Institut français de géographie. Vous êtes également consultant en stratégie chez Zalis et vous allez nous aiguiller dans cette émission sur l'usage de l'intelligence artificielle dans la guerre que poursuit Israël dans la bande de Gaza contre le Hamas. 6 mois après les massacres du 7 octobre. La semaine dernière, le magazine Plus 972 et le site local Call ont révélé l'usage par l'armée israélienne de plusieurs programmes d'IA, notamment un logiciel baptisé Lavender, programme qui permettrait de désigner des cibles militaires, constituer une base de données de cibles susceptibles d'être ensuite visées. Ilan Sialom, qu'est-ce qu'on savait jusque-là de l'utilisation de logiciels d'IA par l'armée israélienne ? Alors d'abord, je pense qu'il faut replacer cette utilisation de l'intelligence artificielle dans un contexte beaucoup plus large. L'innovation technologique, c'est une composante majeure de la politique de sécurité nationale d'Israël. Je vais dire que c'est quelque chose qui est historique. Depuis la création de l'État d'Israël, cette innovation technologique, elle est essentielle pour contrecarrer l'infériorité numérique d'Israël. Et donc, il y a besoin d'avoir une approche, j'allais dire, qualitative face à une approche quantitative des armées arabes autour. Cette réalité-là, elle est restée constante dans la doctrine militaire israélienne. J'ajoute à ça l'importance pour Israël qui n'a pas de profondeur stratégique par rapport à d'autres pays. La taille de guêpe d'Israël, c'est une dizaine de kilomètres. Il y a besoin d'avoir une détection le plus rapide possible des menaces. Ça veut dire avoir des services de renseignement qui sont extrêmement efficaces. Dans ce cadre-là, quand on a compris que cette innovation technologique elle est essentielle depuis la création de l'État, on intègre le développement et le déploiement de programmes d'intelligence artificielle dans cette logique-là. En fin de compte, c'est le dernier né de cette constante dans la culture israélienne. Est-ce qu'il y a une date, un moment où ça s'accélère en termes d'IA ? C'est dès le début de l'IA, en tout cas de son application sur le champ militaire ? Alors, je pense qu'on peut remonter déjà un peu en avant. D'abord, les différents changements de paradigme, la révolution des systèmes d'information et de communication dans les affaires militaires au tournant des années 80. Israël a commencé à travailler déjà là-dessus à cette époque. En partenariat de manière systématique avec les États-Unis ? Non, pas toujours. Pas toujours. Après, il y a aussi des logiques financières qui rentrent en ligne de compte, des fonds de capitaux risques américains, israéliens, certains qui sont gérés par l'État, d'autres qui sont avec des fonds privés. Donc voilà, avant l'intelligence artificielle, il y a eu toute une vague autour de la cybersécurité. Il faut savoir qu'en 2020, 31% des investissements mondiaux en cybersécurité se faisaient en Israël. Donc on a eu un boom en fin des années 2000-2010, c'est le moment d'ailleurs où on voit apparaître le concept de Startup Nation, qui est clairement utilisé. On a un boom déjà à ce moment-là et qui va ensuite avoir de nouveaux usages autour de l'informatique quantique, autour de l'intelligence artificielle. On retrouve souvent les mêmes hommes ou les mêmes entreprises dans ces développements de la cyber vers l'IA ? On peut prendre déjà peut-être au niveau académique. Déjà, il y a une porosité forte entre le milieu académique, le milieu militaire, le milieu économique. Si on prend l'exemple du général à la retraite pour le professeur Itzik Ben Israël, qui est derrière ce qu'on appelle la cyber-initiative en 2011, qui a permis d'avoir ensemble les acteurs civils, les acteurs militaires et de créer une véritable cyberstratégie à l'échelle nationale, c'est aujourd'hui cet homme-là qui travaille sur un programme national d'intelligence artificielle. Maintenant, si on revient sur la question de l'utilisation de l'intelligence artificielle par l'armée israélienne, il y a des programmes qui se développent aussi, en vase clos, qui se développent spécifiquement à l'intérieur de l'armée israélienne. Et les programmes dont vous parliez par rapport à cette enquête de Plus 972, il n'est pas prouvé aujourd'hui qu'ils aient été développés par des acteurs extérieurs à l'armée israélienne. Est-ce que vous diriez, Ilan Sialom, que, puisqu'on parlait notamment de Lavender, que ce logiciel témoignerait d'un passage de palier important dans l'utilisation par Israël de l'intelligence artificielle ? Alors, l'intelligence artificielle, elle est utilisée par Israël depuis déjà plusieurs années. On le voit dans les politiques de surveillance de masse en Cisjordanie notamment, où il y a un programme qui va cibler, qui va regarder, qui va analyser, prendre des données, les optimiser sur la surveillance des populations en Cisjordanie. On a ensuite d'autres programmes
comme Lavender, comme Gospel, comme Where is Daddy, dont on va peut-être parler. Oui, on va y venir tout de suite. D'ailleurs, il y a différents logiciels de différents noms qui ont été avancés. Fire Factory, Asbora ou Gospel en anglais, Where is Daddy, Lavender. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les fonctions différentes de chacun de ces logiciels utilisés par l'armée israélienne? Ils ont tous une fonction effectivement très différente. Il y a d'abord une agrégation de données avec un usage précis. Chaque programme est utilisé avec une finalité particulière. Gospel, son objectif, c'est de faire du ciblage de bâtiments, d'accord, d'objectifs matériels. Where is Daddy? Ça peut être pour les tunnels également, utilisé pour les tunnels? Ça peut être pour les tunnels, ça peut être pour toutes les infrastructures qui apparaissent. Il y a aussi une IA spécifique sur tout ce qui se passe au sous-sol. Il y a donc Where is Daddy? L'objectif de cette intelligence artificielle, c'est d'informer l'armée à partir du moment où une personne qui est affiliée à la branche militaire du Hamas rentre chez elle. Donc, pour frapper au moment où elle est chez elle. Ça pose des questions éthiques et morales, peut-être qu'on en reviendra après. Oui. Mais voilà, ça c'est Where is Daddy. Mais sur le plan purement opérationnel, c'est plus facile de toucher une cible lorsqu'elle est chez elle et surtout la nuit. C'est ça le calcul? C'est le calcul qui semble avoir été fait par l'armée israélienne. Et en tout cas, c'est l'objet de Where is Daddy. Maintenant, pour Lavender compile des données du renseignement humain, de différentes sources de renseignement, et va établir des listes de cibles. On parle d'une centaine de cibles par jour. Aujourd'hui, qui va donner une note entre 0 et 100. À partir d'un certain niveau, on considère que cette cible est prioritaire. Là où ça pose question, c'est où se trouve la limite. Aujourd'hui, je dis n'importe quoi, c'est pas du tout ce qui se passe à l'heure actuelle, mais au moment du 7 octobre, quelques jours après le 7 octobre, il est possible, en tout cas c'est le témoignage des 6 agents du renseignement qui ont contribué à cette enquête sous couvert d'anonymat pour plus de 972, le curseur était plus bas qu'il l'est aujourd'hui. Il pouvait être autour de 80-85. Aujourd'hui, on est à un curseur qui peut être plus haut. Donc la question, c'est où on trouve la limite. C'est déterminé par qui? Par le Premier ministre, par l'autorité militaire, par cabinet de guerre? C'est, semble-t-il, des éléments qui sont d'abord validés par l'AMAN, par le renseignement militaire. Mais dans la chaîne de décision, il y a différents acteurs. Il y a l'officier des renseignements qui reçoit l'information, qui va la passer à sa hiérarchie, ça va monter au niveau de l'AMAN. Il y a d'autres acteurs qui rendent de compte, ça peut monter jusqu'au cabinet du Premier ministre. Quel est le temps de latence entre la constitution d'une banque de données et la réalisation d'une frappe? Est-ce qu'on le sait? Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il est clair que dans le niveau du processus, c'est extrêmement rapide. Si on prend... C'est-à-dire des minutes, des heures? Ça peut se faire en quelques minutes. Maintenant, si on compare avec 2002, au moment de la seconde intifada, lorsqu'il y avait cette même chaîne de commandement, mais on n'avait pas les mêmes outils, à partir du moment où on avait identifié une cible, ça pouvait se faire en une journée, en moins d'une journée, en 24 heures. Donc il y a un rétrécissement en termes de temporalité qui questionne, parce qu'il faut valider ces cibles. Il faut être certain aussi qu'il n'y a pas, j'allais dire, de victimes ou trop de victimes civiles, parce que c'est un sujet. On va y venir aussi. Sur les questions éthiques aussi. La question éthique. Voilà, c'est toutes ces questions qui sont posées. C'est pas une question uniquement militaire, il y a une dimension politique très claire aussi. Est-ce qu'on se rend bien compte que la fenêtre d'opportunité pour la guerre, semble-t-il, est en train de se refermer? Les États-Unis sont beaucoup plus critiques à l'égard d'Israël. Il y a un contexte électoral aussi aux États-Unis. Si cette fenêtre se referme, il faut atteindre les objectifs de guerre. Dixit, l'échelon politique. Est-ce que le fait d'atteindre ces objectifs de guerre ne justifie pas à leurs yeux qu'on cible beaucoup plus rapidement, et donc ça a un impact aussi sur la décision? Alors le nombre de civils visés par Tsahal dans les premières semaines de la guerre avait attiré l'attention des experts. On a évoqué au moins 15 000 cibles touchées durant les 35 premiers jours du conflit. Ça représente presque 3 fois plus que l'intégralité de l'opération Bordure protectrice en 2014, qui s'est allée sur 51 jours. Est-ce que vous aviez été, Ilan Shalom, interpellé par ces données qui ont été publiées dans les médias? Déjà, on est dans un contexte de guerre. Bordure protectrice, c'est une opération qui a été menée, l'armée rentre, l'armée sort. Là, on est dans un contexte qui, pour la première fois depuis longtemps, il y a l'armée régulière, les réservistes qui sont rentrés à Gaza. C'est à l'échelle du traumatisme vécu par la société israélienne avec le 7 octobre. Donc, plus de cibles, mais aussi des objectifs, j'allais dire, militaires extrêmement clairs.
ce que dit le Premier ministre Netanyahou quelques heures après le 7 octobre, je crois que c'est même le 8 ou le 9 octobre, il explique que l'objectif maintenant, clairement affiché, c'est d'éradiquer le Hamas. Donc, éradiquer le Hamas, ça veut dire de s'attaquer aux infrastructures primaires, secondaires, d'aller cumuler déjà des informations qui ont été utilisées par l'IA, mais il y a aussi tout un historique de renseignements humains, de renseignements crypto, qui vont alimenter la base de données Lavender. Tout ça pour vous dire que mettre en place des cibles, des politiques d'assassinat ciblés aussi, c'est pas nouveau. L'IA vient accélérer le processus. Et la question, c'est à quel moment l'algorithme peut prendre le pas sur la décision humaine, et si c'est le cas, pour quel motif ? Est-ce que l'armée israélienne pourrait être amenée à prendre un peu plus de risques en utilisant cette banque de données lorsqu'il s'agirait de cibler les numéros 1 et 2 du Hamas dans la bande de Gaza, à savoir Yahya Sinwar et Mohamed Deif? C'est un calcul politico-militaire qui peut entrer en compte à vos yeux, Ilan Shalom? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on sait que déjà sur Lavender, des cibles prioritaires, j'allais dire des gros bonnets du Hamas, peuvent justifier plus de civils tués. Donc ça montre le fait que Israël est prêt à accepter aujourd'hui qu'il y ait des civils qui soient tués dans une opération, un certain nombre, pour éliminer Deif ou Sinwar. Donc oui, c'est extrêmement, extrêmement questionnant. Ça interroge au moins au niveau éthique et moral, mais ces questions se posent à un haut niveau, ça se pose dans l'armée. Si on a 6 officiers du renseignement militaire qui prennent le risque, parce que c'est un risque, d'aller échanger avec des journalistes de plus 972, ça montre bien qu'il y a des débats à l'intérieur de l'armée. L'armée israélienne est coutumière des débats, c'est pas nouveau, hein, c'est déjà arrivé. L'unité 8200, il y avait une affaire dans les années 2005-2006 où l'unité 8200 s'était en partie rebellée contre des ordres qui avaient été donnés, qui ne trouvaient pas justifié moralement d'aller frapper un leader du Hamas ou des brigades des martyrs d'Al-Aqsa à l'époque, en sachant qu'il y avait une école à côté. Aujourd'hui, il semble qu'on soit moins regardant. Il y a peut-être un peu plus de permissivité à ce niveau-là. À quel moment l'homme, le militaire, intervient entre la constitution de cette banque de cibles et la frappe opérationnelle ? Alors, elle suit malgré tout les différentes agrégations. Elle va regarder quelles sont les informations et à quel moment le Lavender va identifier des cibles. La question qui se pose aujourd'hui, et on n'a pas de réponse là-dessus, c'est est-ce que la validation ou la non-validation par un officier du renseignement est prise en compte à l'échelon supérieur. Quel est le taux d'erreur de Lavender ? On parle d'un taux d'erreur de 10% aujourd'hui. Mais si on rentre vraiment dans l'opérationnel, une des données qui est agrégée par le logiciel, ça va être notamment le nombre de fois où une personne a changé de téléphone sur un X mois. Imaginons que... Ça signalerait que c'est une personne importante. Que c'est quelqu'un qui veut dissimuler son identité, qui sait qu'elle est tracée, donc elle va utiliser ça. On va prendre cette donnée, on va la cumuler avec une autre. Le changement de domicile, les noms des personnes. Maintenant, imaginez que le nom qui est donné, une autre personne porte ce nom-là et qu'elle change régulièrement pour X ou Y raison de téléphone. Il y a une marge d'erreur qui est possible. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui, au sein de l'armée israélienne, d'assimiler ou d'accepter ces erreurs, même si c'est 1 sur 10, ça reste malgré tout un choix difficile. Et est-ce qu'on croise systématiquement ces renseignements issus de l'IA avec le renseignement humain pour vérifier si c'est bien la bonne personne ? Est-ce que ça peut être fait de manière... peut-être pas systématique, mais en tout cas de manière régulière. Il y a un scénario du pire qui serait de compter exclusivement sur l'IA. On n'en est pas là aujourd'hui. Cette chaîne de décision qui implique différents acteurs, elle existe. Mais soumise à une pression telle par l'échelon politique qui veut avoir de plus en plus de résultats visibles, qui est prise dans un ensemble de pressions, qu'elles soient internes à la société israélienne ou internationales avec les États-Unis, avec l'Union européenne ou d'autres acteurs, ça peut, à un moment donné, justifier que l'IA a donné des cibles, ok, frappons-les. Mais je pense qu'il y a tout un enjeu à réguler, il y a un enjeu aujourd'hui à être certain qu'on ne perd pas, le contrôle n'est pas dans Robocop, très clairement, mais que malgré tout, le dernier mot est toujours donné à un humain. Comment le droit international régule-t-il justement ces nouveaux usages de l'intelligence artificielle en temps de guerre, que ce soit à Gaza ou sur le terrain
russo-ukrainien? Alors, on en est vraiment au balbutiement aujourd'hui de régulation, aussi bien au niveau international qu'en Israël. Je ne vais pas dire qu'il y a un vide juridique, mais c'est quelque chose qui est encore en mouvement. Il y a des groupes qui se réunissent à l'échelle des Nations Unies, des experts gouvernementaux. On l'avait déjà vu auparavant avec la cyber, une question qui s'était posée notamment avec le programme Pegasus de NSO, un programme qui servait à surveiller des différentes cibles. Ce programme-là, il y a aujourd'hui, au niveau du droit international, un arrangement, l'arrangement de Wassenaar. Israël ne fait pas partie de cet arrangement, mais cet arrangement va travailler sur les politiques d'exportation de cyberarmes. C'est pas contraignant, mais ça peut avoir un impact pour les régulations envisagées par le législateur. En tout cas, aujourd'hui, il y a des législations en Israël qui s'inspirent ce qu'on appelle des guidelines de Wassenaar. Est-ce qu'Israël a déjà vendu certains de ses logiciels d'IA à d'autres partenaires, à d'autres États? Alors, IA, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que dès lors qu'il y a une guerre, c'est aussi un terrain d'expérimentation. Et ce que je veux vous dire, c'est que les armées du monde entier ont les yeux fixés sur l'Ukraine et sur Israël, de voir comment ces nouvelles technologies, parce que l'idée n'est pas de remettre en question l'usage de ces nouvelles technologies. On sait qu'on est dans la guerre du futur aujourd'hui. Donc la question, c'est comment c'est utilisé, comment les armées vont se saisir de ces outils d'IA. Des outils d'IA, on en a tous les jours. On en a dans les gares, on en a à usage civil, on en a beaucoup. Mais comment c'est saisi ? Comment finalement Israël va se servir de ces outils dans une logique économique. On l'a déjà vu en cyber. En cyber, il y a beaucoup de logiciels cyber qui sont utilisés par Israël, qui sont vendus par Israël. On a plus de 130 pays aujourd'hui qui utilisent des technologies cyber israéliennes. C'est plus que le nombre de pays avec qui Israël a des relations diplomatiques. Quels sont les pays à côté d'Israël qui constituent le top 3 ou le top 5 en matière d'usage militaire de l'IA aujourd'hui? Aujourd'hui, on a clairement les États-Unis, très clairement. On a la Chine aussi, parce que la Chine a d'autres enjeux, j'allais dire, en tant que régime autoritaire, de surveillance de sa population. Donc, elle utilise cette IA aussi au niveau interne. Après, tous les pays, le Royaume-Uni a aussi un poids déterminant. Est-ce que l'Iran a développé cette... L'Iran a développé des capacités cyber puissantes, réelles. Il y a une vraie guerre entre Israël et l'Iran, Israël et les proxys de l'Iran. J'ajoute le Hezbollah et le Hamas aussi à l'intérieur. Une guerre au niveau de l'information, une guerre aussi au niveau des attaques contre des infrastructures critiques. En 2021, en avril 2021, Israël avait déjoué une opération de l'Iran visant à empoisonner les réserves d'eau de Tsahal. On était en plein pendant le Covid, ça aurait pu amener à une catastrophe au niveau civil au début du printemps. Il fait chaud en Israël. Ça a été contrecarré, mais juste derrière, Israël a répondu dans sa logique habituelle de dissuasion en paralysant l'un des principaux ports et porte d'entrée vers l'Iran, à savoir le port de Bandar Abbas, qui a été paralysé par une cyberattaque et pendant plusieurs jours, les matériaux ont été bloqués dans le port. On va reparler de l'Iran dans un instant, mais je voudrais qu'on termine sur cette question de la régulation. Est-ce que ces débats autour de la bande de Gaza pourraient entraîner, selon vous, un effort d'encadrement de l'usage de l'IA en Israël, vous voulez dire ? Non, à l'échelle internationale. Ah oui, très clairement. Comme je vous le dis, c'est un terrain de jeu, c'est un peu fou à dire, un terrain d'expérimentation. Les guerres sont toujours des accélérateurs technologiques. C'est déjà le cas avec la guerre en Ukraine ? C'est déjà le cas avec la guerre en Ukraine. C'est le cas avec la guerre à Gaza. Ça s'est fait auparavant, pendant la Seconde Guerre mondiale, de la même manière. Beaucoup d'industries allemandes se sont développées. Non, je voulais dire sur la question de la régulation, de l'effort à mener sur cette question-là. Est-ce que c'est un débat ça existait avant même la guerre en Ukraine, puisque l'IA, on songe à l'encadrer depuis plusieurs années maintenant, mais je pense que ça va s'accélérer dans les mois à venir, très clairement. Alors hier soir, le président américain Joe Biden a rappelé son soutien inébranlable à l'État d'Israël face aux menaces d'attaques iraniennes, des attaques de la République islamique qui ont été annoncées le 4 avril, il y a quelques jours maintenant, dans les tendances du réseau social X à la suite d'une erreur de son nouvel outil basé sur l'intelligence artificielle du nom de Grok. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Ilan Shalom ? Est-ce que c'est révélateur aussi des conséquences dans la guerre de l'information de l'usage de l'IA ?
On sait qu'Elon Musk avait cette volonté d'avoir un nouvel outil d'intelligence artificielle pour les tendances éditoriales. Ce qui s'est passé vraisemblablement le 1er avril, c'est que cet outil a fait une erreur réelle en se servant notamment d'une image qui était censée montrer Tel Aviv sous les bombes, mais en réalité c'était une ville de Crimée, une image qui avait été prise fin mars en Ukraine. Donc ça pose effectivement la question de quoi croire et ne pas croire. Donc il y a une question véritablement, je pense, de sensibilisation qui se pose, non seulement à nous, citoyens qui utilisons ces technologies de l'information, mais aussi aux jeunes générations. Être capable de questionner des images, être capable de ne pas croire ce qui est immédiatement partagé et relayé ensuite. Alors je ne sais pas à quel point ces images ont été relayées par des médias, j'allais dire, classiques, traditionnels, mais voilà, ça pose cette vraie question. J'ajoute quand même que Elon Musk a licencié bon nombre d'employés du réseau X, et notamment les éditeurs de contenu. Il y a peut-être un lien de cause à effet. Quelles sont les grandes tendances en matière de guerre d'information depuis le début de la guerre à Gaza, avec les différents acteurs à la fois étatiques et non étatiques? On est dans une guerre de l'information réelle. Alors il y a beaucoup d'acteurs. Ce serait compliqué de faire une cartographie des acteurs et extrêmement fastidieux. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que on a des acteurs à la fois étatiques et non étatiques qui travaillent sur du contenu, qui relaient du contenu. On est passé d'une société de l'information qui était basée sur j'ai un contenu, je vous le partage et ça s'arrête là. On est aujourd'hui en mesure de partager très facilement du contenu, et ça n'échappe pas à tous les acteurs étatiques ou non étatiques, en tout cas qui ont une stratégie politique à partager de l'information. Israël se pose les mêmes questions. En termes d'asbara, de diplomatie publique, est-ce que cette asbara est efficace? Est-ce qu'on arrive à convaincre autour d'Israël, autour des objectifs d'Israël et du bien fondé du combat d'Israël? C'est pas mes mots, c'est les mots du gouvernement israélien. C'est toute une question aujourd'hui qui se pose. Il semble qu'il y ait une évolution qui se fasse jour aujourd'hui au niveau du ministère des Affaires étrangères, et qui se pose la question finalement, non pas de savoir comment parler d'Israël, c'est la question qu'on se pose tout le temps, et je pense que vous la posez ici aussi à la radio, comment parler d'Israël, mais plutôt de se poser la question de pourquoi les personnes qu'on cible aimeraient qu'on leur parle d'Israël. Cette question-là, elle est essentielle. Cette question-là est essentielle parce que ça nous oblige à se demander comment segmenter la population, pourquoi une personne qui travaille dans le monde agricole aujourd'hui voudrait entendre parler d'Israël, comment trouver un dénominateur commun entre Israël et cette personne. Et je pense que c'est un travail difficile, c'est un travail qui demande du temps, et il me semble aujourd'hui que Israël, au moins au niveau du ministère des Affaires étrangères et peut-être du ministère de la Défense, sont conscients de cela. Une dernière question pour terminer, Ilan Shalom. On s'inquiète en Israël comme aux États-Unis, et bien au-delà sans doute de l'imminence d'une attaque iranienne. Est-ce qu'elle pourrait prendre la forme simplement, entre guillemets simplement évidemment, d'une cyberattaque contre certains sites stratégique de l'économie israélienne? Alors, il y a quelques jours, Gaby Portnoy, qui est le directeur de la direction de cyber israélienne, évoquait le fait que le nombre d'attaques venant d'Iran a triplé depuis le 7 octobre. Donc une guerre entre Israël et l'Iran existe déjà au moins dans le milieu cyber. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'Iran va mener une attaque ou pas? Personne n'est prophète. On a des analystes stratégiques, des analystes militaires, des analystes géopolitiques qui se posent la question. De ce qu'on voit, en tout cas des dernières analyses que j'ai pu regarder et échanger avec mes collègues. Le message est différent si on attaque par la voie cyber ou en utilisant une voie plus classique. On envoie un message différent à l'adversaire, à l'ennemi? Si vous envoyez un missile du territoire libanais, on sait d'où il vient. Si vous envoyez une cyberattaque aujourd'hui, il y a une question qui est délicate, c'est la question de l'attribution. Est-ce qu'on est en mesure d'envisager une attaque cinétique, donc avec missile, lorsqu'il y a une cyberattaque? C'est une question qui se pose au niveau des doctrines militaires aujourd'hui. Les États-Unis ont tranché, ils le font, ils considèrent que toute attaque cyber est aussi une attaque qui peut amener des réponses au niveau terrestre, naval, aérien. C'est aussi le cas en Israël? Israël, de la même manière, mais malgré tout, c'est un fait de l'écrire, c'est autre chose de le faire. Est-ce qu'aujourd'hui Israël est en mesure? Il y a des attaques constantes de l'Iran et des proxys iraniens sur des cibles israéliennes, sur des hôpitaux. On a parlé du système d'eau, système électrique, ça arrive tout le temps. Mais est-ce qu'Israël sera en mesure de porter la responsabilité, de dire attention, j'ai été attaqué, je vais répondre, avec tout ce que ça implique en termes d'information, en termes d'image aussi? C'est pas aussi évident. Maintenant, si aujourd'hui l'Iran a attaqué
Israël par des moyens balistiques, par des drones, et on sait que ça vient de l'Iran, effectivement, Israël répondrait. Ça fait partie de sa doctrine militaire. Merci beaucoup, Ilan Selom, d'avoir Merci été à vous. avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur en géopolitique au laboratoire Géode à l'Institut français de géographie, consultant également en stratégie chez Zalis. On peut retrouver cet entretien en podcast sur notre site radioj.fr et en vidéo sur YouTube. À très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup.